Voilà. Donc, je reprends. On a dit que dans le règne animal, il y a 4 types de tissus. Les tissus épithéliaux, les tissus conjonctifs, les tissus musculaires et le tissu nerveux. Au niveau des tissus épithéliaux, il y a 2 types. Les épithéliums de revêtement et les épithéliums glandulaires. C'est bon? Oui. Donc, à quel Oui. niveau on trouve les Oui, épithéliums monsieur. de revêtement? À quel niveau on trouve les épithéliums de revêtement? Dans la surface de... Les Au niveau du épithéliums de tissu revêtement, épithélial. à quel niveau on les trouve? Leur Au niveau des localisation, cavités. La au niveau des peau, cavités de l'organisme et au niveau de... il est recouvert La- une surface interne comme l'estomac et l'intestin Ce ou sont les externe de cavités. l'organisme. Oui, ce sont Voilà. des cavités organiques. Soit qu'ils revêtent l'extérieur du corps, c'est le Du cas corps. épiderme, Soit soit on les une trouve au surface niveau des interne. cavités, au niveau de la bouche, au niveau des voies génitales, au niveau des voies urinaires, au niveau des voies digestives, c'est bon? Et le deuxième type d'épithélium, ce sont les épithéliums Glandulaire. glandulaires. C'est bon? Épithélium glandulaire. Alors, si on commence par les épithéliums de revêtement, on a dit la classification est basée sur 3 critères. Le premier critère, c'est la forme des cellules. La forme des cellules quoi? Les plus Superficielle. Superficielle. c'est-à-dire qu'elles se trouvent à la surface. Deuxième critère, le nombre de couches ou bien d'assises. Troisième critère, la différenciation qu'on trouve au niveau des cellules. C'est bon? Donc, on va commencer par les épithéliums de revêtement. Et tout d'abord, les épithéliums de revêtement simples. Donc, on a dit un épithélium de revêtement simple, c'est un épithélium qui est formé par une seule couche de cellules. Donc, ces cellules elles peuvent être soit de forme plate, c'est-à-dire pavimenteuse, soit cubique. Qu'est-ce que ça veut dire, cubique? Ils ont une forme Cubique, aussi c'est-à-dire, large que haute. voilà, elles sont aussi hautes que larges. Cubique, Ils ont la même oui. Aussi haute hauteur que et large. même largeur. Par contre, les cellules pavimenteuses elles sont plates comme une feuille de papier. Elle est plate. Le noyau également, il est plat. Ils sont Par contre, plus larges que hautes. voilà, elles sont plus larges que hautes comme une feuille. Ça ressemble à une feuille. Les cubiques sont aussi hautes que larges et les prismatiques sont plus hautes que larges. Plus hautes que larges. Beaucoup plus de hauteur par rapport à la largeur. Et le noyau, il est localisé à quel niveau dans le cas des cellules prismatiques? Il est localisé au niveau du pôle Basal. basal. Donc, vous avez basal, c'est vers le bas. Et vers le haut, comment on appelle le pôle? Le pôle apical. Voilà. Donc, vous avez 3 types de cellules, soit pavimenteuses, soit cubiques, soit prismatiques. Pavimenteuses, cubiques et prismatiques. Alors, ce qui est demandé, c'est les caractéristiques de chaque type d'épithélium et un exemple de localisation, c'est-à-dire à quel niveau on trouve ce type d'épithélium. Alors, si on commence par l'épithélium cubique simple, il est formé par quoi? Par une seule couche de cellules de forme Cubique. cubique. Voilà. C'est-à-dire ce sont des cellules qui sont plus hautes que larges. Ils ont un grand noyau localisé au centre. C'est bon? Centrale. Et à quel niveau on les trouve? Au niveau des tubes collecteurs du rein. Donc, votre rein, il est formé par ce qu'on appelle les néphrons. Vous connaissez les néphrons? Les néphrons. Non, monsieur. Les néphrons, ce sont des structures qui ressemblent à un tube et vous avez votre système circulatoire qui arrive au contact d'une partie de ce néphron et le sang, il va être filtré. Les déchets, ils vont passer dans dans ces néphrons. Par exemple, au niveau d'un néphron, il y a des milliers de néphrons au niveau de votre rein. Et lorsque vos néphrons ils sont touchés, il y a par exemple une destruction de tous vos néphrons. Le résultat, c'est quoi? La destruction des néphrons. Le néphron, c'est comme l'exemple d'un tuyau. Donc, vous prenez
un tuyau avec une tête au niveau duquel il va y avoir la filtration. Le sang, il se filtre. Et vous avez des milliers de ce tube-là qui jouent un rôle dans la filtration. Donc, si ces tubes ils sont touchés, votre rein il n'est pas fonctionnel. Et dans ce cas, la maladie, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle l'insuffisance rénale. Vous connaissez l'insuffisance rénale? L'insuffisance rénale chronique. Non, monsieur, on ne sait pas. قصور الكلوي. Les gens ayant un problème au niveau des néphrons, c'est-à-dire leurs reins ne sont plus fonctionnels, les néphrons ne fonctionnent plus, vous avez une insuffisance rénale chronique, c'est-à-dire al-qusur al-kalawi. Et dans ce cas, lorsque vos néphrons ne sont plus fonctionnels, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce que vous allez faire? Dialyse. Voilà, vous allez faire la récupération de votre sang. C'est-à-dire, vous allez partir à l'hôpital, il y a des machines, votre sang, il sort complètement de votre corps, il va passer dans la machine, et au niveau de la machine, il y a l'équivalent des néphrons. Ils ont mis en évidence des structures qui permettent de faire cette filtration. Donc, on dégage les déchets. Alors, l'épithélium simple cubique, il est localisé au niveau du rein, au niveau du tube collecteur du rein. C'est bon? Alors, l'épithélium cubique simple est formé par une seule couche de cellules de forme cubique. Ces cellules, elles ont un grand noyau. Et à quel niveau on trouve ces épithéliums cubiques simples? C'est au niveau du tube collecteur du rein. Alors là, vous avez une coupe transversale d'un tube collecteur. Donc ça, c'est le tube en entier. Vous avez un épithélium cubique simple, c'est-à-dire une seule couche de cellules de forme cubique. Et à l'intérieur, vous avez la lumière. C'est quoi la lumière? La lumière. Cavité. Voilà, la cavité. La cavité centrale d'un tube s'appelle la lumière. Vous allez voir ça également lorsque vous allez traiter les tubes séminifères. Il y a à l'intérieur une cavité. C'est ce qu'on appelle la lumière. Donc là, au niveau de la coupe histologique qui se trouve à gauche, vous avez des cellules de forme cubique. Et au centre, vous avez la lumière. Donc, un épithélium cubique simple, on le trouve au niveau du tube collecteur du rein. C'est bon? Oui. Alors, deuxième type d'épithélium, les épithéliums pavimenteux simples. Qu'est-ce que ça veut dire si on vous demande de définir épithélium pavimenteux simple? Ça veut dire des cellules Plus haute que large. Non. Définir, ou bien donner la définition d'un épithélium simple pavimenteux. Donc, c'est quoi la définition? Plus large. C'est un tissu cellulaire C'est qui contient tissu. un épithélium simple pavimenteux ou bien un épithélium pavimenteux simple. Sa définition, c'est un épithélium de revêtement formé par une seule couche de cellules de forme pavimenteuse. Pavimenté. Si on vous demande de définir un épithélium simple cubique, C'est un donc, c'est quoi épithélium de revêtement c'est un épithélium formé de par une revêtement, seule couche de cellules de forme cubique. cubique. Si on vous demande de définir un épithélium simple prismatique, C'est un C'est un épithélium de revêtement formé par une seule cellule de forme une seule couche. couche de une cellules. seule couche de cellules, oui. Ou bien Qu'est-ce qu'elle a acide. cette couche? Il est de forme prismatique. Voilà. Donc, deuxième type d'épithélium, les épithéliums pavimenteux simples. Donc, dans ce cas, les cellules elles sont plates et le noyau il est aplati. Ce que vous avez là, ce sont des cellules plates. Donc, comme votre portable, comme une feuille, ils sont plates. Et le noyau il est également plat. Et à quel niveau on les trouve? On les trouve au niveau des mésothéliums et au niveau des endothéliums. Donc, c'est quoi un mésothélium et c'est quoi un endothélium?
Le mésothélium, c'est un épithélium qui recouvre les organes internes. Quel organe? Comme le cœur et les Mhm, poumons. Monsieur, mhm. monsieur, Oui, le mésothélium, c'est une couche qui protège la plupart des organes internes du corps. voilà. Donc là, vous avez le mésothélium, vous avez au niveau de votre estomac, l'ensemble des viscères, c'est-à-dire tous les organes, à l'extérieur, ils sont recouverts par une couche formée par une seule couche de cellules pavimenteuses. C'est ce qu'on appelle le péritoine, l'ahsha. Ça recouvre également les poumons. Une seule couche de cellules, c'est ce qu'on appelle les plèvres. Et ça recouvre le cœur, c'est ce qu'on appelle le péricarde. Donc, quand vous allez faire la dissection de, de la souris, votre cœur, vous allez constater qu'il se trouve à l'intérieur d'une fine membrane. Il faut enlever cette membrane, c'est le péricarde. Donc, une seule couche de cellules de forme pavimenteuse. Alors, les plèvres, c'est une couche qui recouvre les poumons. Et il y a des gens qui présentent soit un cancer de ces plèvres, et lorsqu'ils ont du cancer, il va y avoir formation d'un liquide entre les poumons et la plèvre. Le deuxième cas, il peut y avoir une infection par la tuberculose. Vous connaissez la tuberculose? La Oui, tuberculose. Seul. oui. Vous connaissez seul. Oui. Donc Oui, la maladie tuberculose, respiratoire. oui, c'est une maladie Maladie infectieuse. respiratoire. Infectieuse. C'est une maladie infectieuse qui touche l'appareil respiratoire. Et lorsqu'il y a un problème de cette plèvre, lorsqu'elle est touchée, il va y avoir ce qu'on appelle une pleurésie. Une pleurésie, c'est une inflammation de cette couche et l'eau, il va se former également entre cette couche et les poumons. Donc, il y a deux cas, soit le cancer de la plèvre, et c'est très très grave de guérir le cancer des plèvres, soit la pleurésie. La pleurésie, c'est une maladie causée par le germe qui cause la tuberculose. Et là, on traite avec pendant 6 mois. Donc, ça ne cause pas de problème. Par contre, lorsqu'il y a un cancer, ça cause un problème. Donc, le mésothélium, ça recouvre les cavités séreuses et les cavités célomiques. Donc, les cavités internes, vous avez le cœur, vous avez les poumons et vous avez les organes sont recouverts par une seule couche de cellules de forme pavimenteuse. Ça, c'est les mésothéliums. Les endothéliums. À quel niveau on trouve les endothéliums? Monsieur, Les Oui, structures internes des organismes. monsieur, les endothéliums, c'est un épithélium pavimenteux simple. Il repose sur une membrane basale et il tapisse la lumière des cavités cardiaques. voilà, on le trouve au niveau des cavités cardiaques, au niveau des cavités vasculaires. Donc là, vous voyez, ça c'est un vaisseau, vous avez la lumière, à l'intérieur, vous avez une seule couche de cellules de forme pavimenteuse. C'est ce qu'on appelle les endothéliums. Donc, endothélium, c'est un épithélium pavimenteux simple. C'est bon? Donc, je reprends. L'épithélium cubique simple, il est c'est un épithélium de revêtement formé par plusieurs couches de cellules de forme cubique. Ils ont un grand noyau central et ils sont localisés au niveau du tube collecteur du rein. Deuxième type d'épithélium de revêtement, l'épithélium de revêtement pavimenteux simple. Il est formé par des cellules aplaties et le noyau, il est également aplati. On les trouve au niveau des mésothéliums et au niveau des endothéliums. Les endothéliums, on les trouve à quel niveau les endothéliums? L'intérieur des organes. Non, Les les cavités endothéliums. cardiaques. Les Voilà, cavités au niveau cardiaques, des cavités endocardes cardiaques et vasculaires. et vasculaires. Et le mésothélium, ça recouvre
les cavités célomiques, c'est-à-dire vous avez au niveau de vous avez le péritoine, l'ahsha, ils sont recouverts par un péritoine, par un mésothélium, votre cœur et votre poumon. Alors, troisième type d'épithélium de revêtement simple, c'est l'épithélium prismatique simple. Alors, il est formé par une seule couche de cellules de forme cylindrique. On parle soit de cylindrique, soit de rectangulaire. Le noyau, il est localisé au pôle basal. Et on trouve deux types, soit acyle, soit à microvillosité. Donc, qu'est-ce que ça représente, acyle? C'est quoi les cils et les microvillosités? Les cils sont des expansions. Les cils et les microvillosités sont des expansions, mais ce sont des différenciations de la membrane. Oui. Vous vous rappelez, on a dit la classification des épithéliums de revêtement est basée sur quoi? Sur la forme, la forme de différenciation, la forme, Le nombre des couches et la forme, La forme de les quoi? types de du différenciation. cellules La superficielles. forme de quoi? Du cellules superficielles. La forme des cellules plus superficielles, deuxième critère. Le nombre de couches cellulaires et le nombre de type de couches différenciation. Le nombre Des Le d'acides structures. troisième cellulaires. point, c'est la différenciation. Différenciation des structures. Donc là, vous avez le nombre de Donc, couches. on Vous a avez une deux seule types, couche. acides et avec des microvillosités. Donc là, vous avez le nombre de couches. Vous avez une seule couche. Oui. La forme des cellules rectangulaires et la différenciation, soit acyle, soit à microvillosité. Oui. Vous allez voir les cils et les microvillosités dans le cours de biologie cellulaire. La structure d'un cil et d'une microvillosité. Aciles, on les trouve au niveau des trompes de l'utérus. Vous connaissez Oui. l'utérus. Oui, oui, Et les monsieur. microvillosités, on les trouve au niveau du tube digestif. Ce sont des différenciations cellulaires. Alors là, tout ça, ce sont des rappels. Donc, ce qui est demandé, c'est de compléter ce tableau. Donc, il ne vous demande pas de faire des schémas ni quoi que ce soit. Vous complétez. Donc, tout ce que j'ai fait là, c'est en rappel. C'est pour vous rappeler. C'est bon? Mais la correction, c'est ce que vous avez au tableau. Tout Oui, ça, monsieur. les autres, ce sont des rappels. Alors, les cellules, là, une seule couche de cellules de forme prismatique, soit ils sont formés par des cils, soit par des microvillosités. Des microvillosités. Le rôle des microvillosités, c'est quoi, les microvillosités? L'absorption. Au niveau duquel il se fait l'absorption, mais là, il y a une augmentation de la surface d'échange. Les microvillosités sont des replis de la membrane. Vous avez la membrane cellulaire qui va se replier. Pourquoi? Pour augmenter la surface. Donc, ils ont estimé que la surface de tous les microvillosités que vous avez au niveau de votre tube digestif, c'est l'équivalent d'un terrain de foot. Un terrain de foot. Ils ont estimé la surface de tous les microvillosités, c'est l'équivalent d'un terrain de foot. Donc, vous imaginez les échanges qui vont se dérouler au niveau d'un terrain de foot. Donc, le rôle des microvillosités, c'est d'augmenter la surface d'échange. C'est bon? Donc là, on va voir les épithéliums pluristratifiés. C'est-à-dire, ils sont formés par Plusieurs strates. plusieurs couches de cellules. Et là, vous avez les épithéliums pluristratifiés pavimenteux. C'est-à-dire, ils sont formés par plusieurs couches de cellules. Donc, c'est quoi la définition d'un épithélium pluristratifié pavimenteux? C'est un épithélium de revêtement constitué par plusieurs acides cellulaires. Plusieurs couches. Mais les cellules les plus superficielles sont de forme pavimenteuse. Oui. Donc, si vous Oui. observez une coupe, donc là, je n'ai pas présenté la coupe de la peau, de l'épiderme, vers la base, au contact de la membrane basale, vous n'avez pas de cellules pavimenteuses. Basal. Les cellules sont de forme cubique.
Et quand on se rapproche de la surface, Oui. les cellules deviennent pavimenteuses, plates. Donc, un épithélium pavimenteux pluristratifié, il est formé par plusieurs couches de cellules. Les cellules qui se trouvent à la surface sont de forme pavimenteuse et sont soit kératinisées, soit non kératinisées. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Riche la en kératine. superficielle est riche en kératine. Riche en C'est quoi la kératine. kératine? C'est une substance. C'est une protéine qu'on trouve au niveau par exemple, au niveau de vos cheveux, vous avez de la kératine. Même il y a Oui. des femmes qui utilisent la kératine pour fortifier leurs cheveux. Donc, la kératine. Pour nourrir votre cheveu. Oui, oui. Voilà. Donc, la kératine, au niveau de l'épiderme, la couche la plus superficielle, est-ce que c'est une couche vivante, formée de cellules vivantes ou mortes? Votre épiderme. Des cellules qui sont vivantes, mais après, elles sont mortes. Non, elles sont mortes. Les cellules qui se trouvent à la surface, elles sont mortes et elles sont chargées de kératine. Donc, lorsque vous êtes dans le bain, vous frottez, vous enlevez, vous dites On on évite enlève les les saletés, morts. et là, vous enlevez les couches les plus superficielles, les cellules mortes. Ce sont des cellules qui sont mortes chargées de kératine. Donc, quand vous frottez, c'est vous enlevez les couches superficielles formées de cellules qui sont mortes, chargées de kératine. Alors, le deuxième type, c'est non kératinisé. C'est l'exemple du vagin et de l'œsophage. Donc, votre vagin et votre œsophage est formé par un épithélium pavimentostratifié non kératinisé. Donc, la kératine joue un rôle dans la protection de l'épiderme. Par contre, au niveau du vagin et au niveau de l'œsophage, pas de kératine. Donc là, vous avez par exemple votre intestin, il se renouvelle complètement au bout d'un mois. Complètement. Complètement, toutes les cellules, ils vont être des cellules, de nouvelles cellules se forment et les plus vieilles vont disparaître. Donc, si vous êtes à l'intérieur de votre corps, il y a la mort et il y a la vie. C'est bon? Donc, votre organisme, ça représente deux phénomènes. La vie, c'est les divisions cellulaires, et la mort, c'est le remplacement des cellules. Donc, il ne faut pas croire que vous êtes constant. Vous êtes toujours en renouvellement, surtout au niveau de l'intestin. À quel niveau il se fait le renouvellement de votre épiderme? Comment il se fait le renouvellement? Par des cellules. La mort des Bien sûr. cellules et le renouvellement de d'autres cellules. Comment il se fait le renouvellement? Par mitose. C'est par mitose, mais comment? Donc, au contact de la membrane basale, les cellules se divisent. Et ils vont se déplacer. Lorsqu'elles arrivent au niveau de la surface, les cellules deviennent mortes et se chargent de kératine. Donc, le renouvellement se fait à la base, au contact de la membrane basale. À ce niveau-là, les cellules se divisent et lorsqu'elles se déplacent, elles changent de forme. Une fois au niveau de la surface, elles se chargent de kératine et ce sont des cellules mortes. Donc, c'est comme ça comment il se fait le renouvellement de votre épiderme. Donc, si on vous demande, donnez la définition d'un épithélium de revêtement pluristratifié. C'est un épithélium de revêtement constitué par plusieurs couches. La couche superficielle est de forme... non, ما عنديش la forme. Oui, les couches la plus superficielle sont formées de cellules. Ça dépend. Soit cubique, soit pavimenteuse, Non. La surface, on parle de la surface. Les cellules superficielles pavimenteuses, monsieur, sur la surface. Voilà, elles sont pavimenteuses, chargées de kératine. Soit kératinisées, Oui. chargées de kératine, soit non soit kératinisées, c'est le cas du vagin et de l'œsophage. œsophage. Alors là, je n'ai pas représenté les coupes de la peau et du vagin.
Troisième type, les épithéliums pseudostratifiés. Pseudostratifiés, c'est-à-dire, Il semble d'être stratifié. voilà, ils semblent. Pseudo, c'est faux. Possède. Pseudo. Donc, lorsque vous êtes connecté à un forum de chat, vous ne donnez pas votre nom, vous donnez un pseudo, un faux. Donc là, vous avez un épithélium pseudostratifié. Donc, si vous observez, vous avez plusieurs couches de cellules. C'est bon? Mais normalement, la définition d'un épithélium pseudostratifié, c'est quoi? Monsieur? La Monsieur? définition, c'est quoi? Oui? L'épithélium stratifié possède des cellules à hauteur inégale, mais repose toutes sur la membrane basale, c'est-à-dire cellules basales. Voilà. Donc là, vous avez un épithélium pseudostratifié. Il est formé par des cellules qui reposent toutes sur la membrane basale, mais certaines cellules n'arrivent jamais au niveau apical. Ce que vous venez de dire. Toutes les cellules, ils reposent sur la membrane basale, mais certaines cellules n'arrivent jamais au niveau apical. Ce sont les cellules basales. Et quand vous observez une coupe, vous allez voir plusieurs, comme s'il s'agit de stratifier. Mais là, c'est une fausse stratification. Pseudo-stratifiée. Donc, caractéristique, toutes les cellules sont en contact de la membrane basale. Les cellules n'ont pas la même taille et les noyaux sont à différents niveaux. Autrement dit, toutes les cellules reposent sur la membrane basale, mais certaines cellules n'arrivent jamais au niveau apical. C'est bon? Donc, toutes les cellules sont en contact avec la membrane basale. Les cellules n'ont pas la même taille, c'est-à-dire vous avez des cellules qui sont localisées à la base, et les noyaux ne sont pas au même niveau. C'est l'exemple de l'épithélium respiratoire. Alors, votre épithélium respiratoire, il est formé par un épithélium pseudostratifié. Donc, on a vu les épithéliums de revêtement simple. Trois exemples, cubique simple, pavimenteux simple et prismatique simple. Ensuite, on a vu les épithéliums de revêtement pluristratifiés, soit kératinisés, c'est le cas de l'épiderme, soit non kératinisés, c'est le cas de l'épithélium vaginal et l'épithélium de l'œsophage. On a vu les épithéliums de revêtement pseudostratifiés, c'est l'exemple de l'épithélium respiratoire. Donc, on va attaquer les épithéliums glandulaires. Et on va voir ce qu'on appelle l'histogénèse des glandes endocrines et exocrines. Qu'est-ce que ça veut dire, histogénèse? C'est-à-dire l'origine. Voilà, l'origine embryologique. L'origine embryologique. Donc, si on commence par les épithéliums de revêtement, à partir de quoi ils dérivent les épithéliums de revêtement? Des bourgeonnements. Non, les épithéliums de revêtement, non pas glandulaires. Il dérive à partir de Voilà. 3 feuilles embryonnaires. Ectoderme, Endoderme et mésoderme. mésoderme. Voilà. Les épithéliums glandulaires, ça dérive à partir d'un épithélium de revêtement embryonnaire. Il devient de la différenciation d'un bourgeonnement de l'épithélium de revêtement embryonnaire. Voilà. Au cours de développement embryonnaire, votre épithélium, il va former un bourgeon. Un bourgeon, c'est bourgeon. Bourgeon. Donc cet épithélium, ce bourgeon, il va soit se creuser d'un canal à gauche, il va donner une glande exocrine, soit il va se détacher de la surface et il va donner une glande endocrine. Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'histogénèse des épithéliums glandulaires. Donc je reprends, les épithéliums glandulaires, ça dérive à partir de la différenciation
d'un bourgeonnement d'un épithélium de revêtement embryonnaire. Ce bourgeonnement, il va donner un massif cellulaire. Un massif, c'est un groupement de cellules. Il va soit rester au contact de l'épithélium par un canal collecteur excréteur, c'est le cas des glandes exocrines, soit il va se détacher, il va s'isoler, il va donner une glande endocrine. C'est bon? Oui. Oui, monsieur. C'est bon, bien, je reprends. Monsieur, vous pouvez reprendre. Si on vous demande histogénèse des épithéliums glandulaires. Les épithéliums glandulaires dérivent à partir d'un épithélium de revêtement embryonnaire. C'est bon? Donc, à partir d'un épithélium de revêtement embryonnaire, il se forme un bourgeon épithélial, un bourgeon épithélial. Ce bourgeon, il va soit se creuser d'un canal, il va donner une glande exocrine, soit il va se détacher de cet épithélium, il va donner une glande endocrine. Donc, les glandes exocrines, par quoi sont caractérisées? Les glandes exocrines. Leur produit de sécrétion. Donc, la différence entre les deux, c'est le produit de sécrétion. Oui, monsieur. Les glandes exocrines, elles libèrent le produit dans le milieu externe ou d'une Le milieu cavité externe, en soit relation, une cavité en relation avec le milieu extérieur. soit externe, soit au niveau des cavités. Non, pas toujours Oui, externe. monsieur. Les glandes exocrines ils libèrent leurs produits de sécrétion soit vers l'extérieur, c'est Ou dans l'exemple de une quoi? cavité. L'exemple de quoi libéré à l'extérieur? Un exemple de glande exocrine qui libère le produit de sécrétion à l'extérieur. Pancréas. Non, à l'extérieur du corps. On a dit les glandes exocrines, ils libèrent le produit soit vers l'extérieur, soit dans les Les cavités de glandes l'organe. mammaires. Les glandes mammaires, Les les glandes sédoripares, ils sécrètent la sueur. Vous connaissez la sueur? Oui, monsieur. Oui, monsieur. Les glandes sébacées. Vous connaissez les glandes sébacées? Oui, monsieur, les Non. glandes subimes, sécrétion des... Le sébum. Lorsque vous vous réveillez le matin, vous touchez votre visage, c'est plein de graisse. Donc votre visage est plein de graisse. Ces graisses-là, ça représente le sébum. Le sébum. Quand vous touchez, vous avez votre visage plein de lipides. Ces lipides sont sécrétés par les glandes sébacées. Et au niveau des cavités, vous avez par exemple la salive, le pancréas qui sécrète des produits au niveau et les glandes endocrines. Par quoi sont caractérisées? Ils libèrent ce produit de sécrétation dans le sang. Voilà, leurs produits de sécrétion, ils passent dans le sang. Alors, en 2, on va voir les tissus conjonctifs. Donc, c'est quoi un tissu conjonctif? Un tissu conjonctif dans lequel les cellules sont dispersées et on trouve des fibres et des substances fondamentales et c'est le liquide dans lequel les cellules se plongent. Voilà, vous avez trois composantes. Des cellules, des fibres et une substance fondamentale. Alors là, citez les étapes de l'ossification endochondrale. Ossification endochondrale. C'est quoi l'ossification endochondrale? L'ossification endochondrale. C'est la formation du tissu osseux, du tissu cartilagineux, Formation de quoi? de tissu osseux, Hein? Monsieur, c'est le... À cartilagineux. quel niveau? À quel niveau? Formation du tissu osseux.
à l'intérieur d'un tissu cartilagineux. Le Oui. tissu cartilagineux va être remplacé par le tissu osseux. Ok, oui. Par exemple, au cours du développement embryonnaire et juste après la naissance, votre squelette il est formé par du cartilage. Il va être remplacé par l'os. Par exemple, les nouveau-nés qui viennent de naître, leur boîte crânienne n'est pas complètement fermée. Vous avez déjà vu un petit enfant qui vient de naître? Oui. Et On on vous dit qu'il ne demande faut pas toucher à sa boîte crânienne. place, oui, monsieur. Donc, au départ, votre squelette elle est formée par l'os, par le cartilage, et le cartilage va être remplacé par le tissu osseux. C'est ce qu'on appelle l'ossification endochondrale, c'est-à-dire la formation d'un tissu osseux à l'intérieur d'un tissu cartilagineux. L'ossification endochondrale, c'est la formation d'un tissu osseux au sein ou bien à l'intérieur d'un tissu cartilagineux. Donc, il y a cinq zones. Vous avez la première zone, elle est formée par des cellules cartilagineuses. Donc, comment on appelle les cellules cartilagineuses? Leur nom, c'est quoi? Comment on les appelle? Ce sont des Il y a chondrocytes. combien de sites? Des chondrocytes. Un seul Ce type sont de des cellule. chondrocytes. Un seul type de cellule qu'on appelle les chondrocytes. Donc, la première zone, elle est formée par des chondrocytes, c'est ce qu'on appelle la zone de cartilage de réserve. Deuxième zone, les cellules vont être placées axialement, ils vont se diviser. Ils se divisent selon un axe. C'est ce qu'on appelle la zone de cartilage sériée, en série. Donc, la première zone, c'est la zone de cartilage de réserve au niveau duquel vous avez des chondrocytes. La deuxième zone, les cellules cartilagineuses, ils vont se diviser selon un axe. C'est ce qu'on appelle la zone de cartilage sériée. Troisième zone, c'est la zone d'hypertrophie et de calcification. Qu'est-ce que ça veut dire, hypertrophie? Hypertrophie, c'est l'augmentation de la taille. Hypertrophie, c'est l'augmentation de la taille. Hypotrophie, c'est diminution de la taille d'un organe. Donc là, le chondrocyte, il se trouve à l'intérieur de quoi, le chondrocyte? On a dit qu'il se trouve à l'intérieur d'une cavité. Comment on appelle cette cavité? Chondroplastes. Les chondroplastes. Donc, première étape, zone de cartilage de réserve. Deuxième zone, les cellules cartilagineuses elles vont se diviser selon un axe. Troisième zone, les cellules vont augmenter de taille, hypertrophie et calcification de la matrice. La matrice, elle va devenir calcifiée. Quatrième zone, c'est la zone de dégénérescence cartilagineuse. Les cellules cartilagineuses vont disparaître, elles vont mourir. La dégénérescence, c'est la mort. C'est bon? Zone de dégénérescence cartilagineuse, les chondrocytes dégénèrent, c'est-à-dire ils vont mourir, et laissent des lacunes. Les lacunes, on a dit, ce sont les chondroplastes. Et ces chondroplastes, ils vont fusionner. Vous voyez la zone 4. Les chondroplastes, ils augmentent de taille. Les cellules vont disparaître. Et les chondroplastes, ils vont fusionner entre eux. Il y a les cellules qui vont donner le tissu osseux qui arrive et les vaisseaux sanguins. Donc, je reprends. L'ossification endochondrale, c'est une ossification qui se déroule au sein d'un tissu osseuse qui se déroule au sein d'un tissu cartilagineux et se fait en plusieurs étapes. Premièrement, vous avez une zone de cartilage de réserve. Il est formé par des cellules cartilagineuses des chondrocytes. Deuxième zone, les cellules vont se diviser. C'est ce qu'on appelle la zone de cartilage sérié. Troisième zone, les cellules vont augmenter de taille. C'est la zone d'hypertrophie et de calcification. Les cellules augmentent de taille.
et la matrice va se calcifier, c'est-à-dire elle devient comme une pierre. La quatrième zone, c'est la zone de dégénérescence. Les chondrocytes dégénèrent et les cavités vont fusionner entre eux pour acquérir les cellules qui vont donner les cellules sanguines. Et la dernière zone, c'est la zone ostéogène, c'est-à-dire les cellules qui viennent d'arriver vont donner les cellules osseuses. Donc, l'ossification endochondrale se déroule en plusieurs étapes. Zone de cartilage de réserve, zone de cartilage sérié, là où il y a les divisions, zone d'hypertrophie et de calcification, les chondrocytes augmentent de taille, la matrice se calcifie, zone de dégénérescence cartilagineuse, les cellules cartilagineuses, c'est-à-dire les chondrocytes, ils vont disparaître. Et la dernière zone, c'est la zone ostéogène, c'est la zone au niveau duquel les cellules préostéoblastiques se transforment en cellules osseuses. C'est bon? C'est bon, monsieur. Pas de problème? Non? Non, c'est clair. Voilà. Donc là, deuxièmement, faites une comparaison entre le tissu cartilagineux et le tissu osseux. Donc, on a dit un tissu conjonctif, il est formé par quoi? Par combien de composantes? 3. Trois composantes. Cellules Cellules, les fibres. Cellules, fibres et substances fondamentales. Donc là, vous allez comparer le tissu cartilagineux au tissu osseux. Le tissu cartilagineux, il contient combien de cellules? Un seul Un type seul de type de cellule. cellules qu'on appelle les Chondrocytes. chondrocytes. Le tissu osseux, 3 types de cellules. 3 types de cellules. 3 types de cellules. Premier type, c'est Osteoblastes, Osteoblastes, ostéoblastes. Voilà. Le rôle des ostéoblastes et des ostéocytes, c'est quoi? Renouvellement. Voilà, la formation et les ostéoclastes, c'est la Dégradation. dégradation. Donc là, vous avez 3 types de cellules. Les chondrocytes, vers le bas. Tissu osseux, ostéoblastes, ostéocytes et ostéoclastes. Les fibres, on trouve des fibres de collagène au niveau des deux. Et la substance fondamentale, elle est solide et flexible dans le cas du cartilage. Et elle est dense et minéralisée dans le cas du tissu osseux. Donc solide, par exemple, votre cartilage, le cartilage du nez, le cartilage de l'oreille. Si vous touchez, vous pressez, lorsque vous lâchez, ça reprend sa forme, il est flexible. Par contre, le tissu osseux, il est dense et il est minéralisé, comme une pierre. Donc, la comparaison entre les deux, un seul type de cellule, 3 types de cellules, collagène, collagène. Le premier, il est solide et flexible. Le deuxième, il est dense et minéralisé. Citez brièvement les fonctions des tissus conjonctifs. Monsieur, Oui? dans la nutrition هذا Donc, ils ont un rôle métabolique. Donc, ça entre dans la nutrition. Un rôle métabolique. Donc, c'est quoi le métabolisme? Le métabolisme. C'est le catabolisme plus l'anabolisme. Voilà, c'est la synthèse plus la dégradation. Ils ont un rôle de soutien et ils ont un rôle de défense. Le rôle de soutien, c'est comme le squelette. Votre squelette, il joue un rôle de soutien, votre cartilage. Le rôle de défense, ce sont les cellules immunitaires. Et le rôle métabolique, par exemple, vous avez le tissu musculaire, les cellules adipeuses, ils jouent un rôle métabolique. Donc, le rôle des tissus conjonctifs, c'est soutien, défense et rôle métabolique. Alors, tissu musculaire. À propos du tissu musculaire, complétez le tableau ci-dessous. Vous avez les différents types de tissus musculaires, il faut les citer
il faut donner le nom de la cellule musculaire ou fibre musculaire. Donc, dans le cas du tissu musculaire, il faut noter que les cellules sont appelées des fibres musculaires. Donc, il ne faut pas confondre les fibres musculaires avec les fibres du tissu conjonctif. Dans le cas du tissu conjonctif, on parle de fibres. Et dans le cas du tissu osseux, on parle de fibres musculaires. Ce sont les cellules musculaires. C'est bon? Alors, Oui. quels sont les différents types? Oui? Non, Quels sont les monsieur. différents types de tissu musculaire? Le Le tissu tissu musculaire. musculaire lisse, Le squelettique tissu musculaire et cardiaque. il est involontaire. Le deuxième type? Lisse. On a dit le muscle lisse, il est involontaire. Cellule musculaire striée volontaire. Le muscle. On parle de muscle. Le muscle strié, Involontaire. Volontaire, strié, involontaire. Donc, c'est le cas de quoi? Muscle cardiaque. cardiaque. Muscle cardiaque. Et le muscle strié volontaire, c'est le cas des muscles squelettiques. Squelettique. Alors, vous avez trois types de tissu musculaire. Le strié volontaire, c'est le squelettique. Le strié involontaire, c'est le cardiaque. Et le musculaire lisse, il est toujours involontaire. Alors, le nom des cellules, ou bien fibres musculaires, dans le cas de muscles striés volontaires, on parle de rhabdomyocytes. Les rhabdomyocytes. Dans le cas du muscle strié volontaire, involontaire, c'est-à-dire cardiaque, les cellules sont appelées des cardiomyocytes. Et le muscle lisse involontaire, les cellules sont appelées des léomyocytes. Donc, si on vous demande de définir léomyocytes, c'est Ce sont des fibres qu'on le trouve dans le muscle lisse involontaire. non pas fibres. Quand on dit fibres musculaires ou cellules Ce musculaires. sont des cellules. Des On ne cellules. dit pas fibres. Fibres, c'est dans le cas du tissu conjonctif. Dans le cas du tissu musculaire, on parle soit de fibres musculaires, soit de cellules musculaires. Donc, c'est quoi un léomyocyte? Ce sont des cellules qui forment le tissu musculaire lisse. Lisse involontaire. Voilà. Donc, le troisième point, vous avez le nombre de noyaux. Alors là, j'ai raté. Donc, le nombre de noyaux, dans le cas des rhabdomyocytes. Donc, on commence par les léomyocytes. Vous avez combien de noyaux? Un noyau allongé. Un seul noyau, cardiomyocytes. Un seul noyau. Et les rhabdomyocytes, vous avez, Et plusieurs noyaux, centaines. voilà, plusieurs noyaux. Ce sont probablement, il explique ça par la fusion des myocytes. Plusieurs cellules, ils vont fusionner pour donner ces rhabdomyocytes. Donc, les rhabdomyocytes, ça résulte de la fusion de plusieurs cellules qui ont été à l'origine de ces rhabdomyocytes. Donc, rhabdomyocytes, plusieurs noyaux, cardiomyocytes, un seul noyau, et léomyocytes, un seul noyau. Structure d'un sarcomère. Répondre sous forme d'un schéma. Alors, au niveau des muscles striés, Le strizède. vous avez Limité par des des fibres strizèdes. d'actine et des fibres de myosine. C'est bon? Les fibres d'actine qui glissent sur les fibres de myosine. Et là, vous avez le sarcomère. C'est la structure comprise entre deux strizèdes. Donc, c'est la portion comprise entre deux strizèdes. C'est ce qu'on appelle le sarcomère ou bien l'unité contractile du muscle. Donc, au niveau de ce sarcomère, vous avez A. A, ça représente la zone. La zone claire. La Il zone n'est sombre. pas clair. Médiane. La zone La zone sombre. sombre. La zone sombre, oui.
Anisotrope. A, c'est anisotrope. Sombre. Et I, ça représente la zone isotrope. C'est-à-dire clair. Clair, isotrope. Donc, pourquoi vous avez cette zone, elle est sombre? Constitué de filaments d'actine et de myosine. Voilà, les deux à la fois. Par contre, dans le cas de la partie isotrope, il contient uniquement de l'actine. Donc, un sarcomère, c'est l'unité contractile d'un muscle. Il est formé, et il est compris entre deux strisettes. Le tissu nerveux schématisait une cellule nerveuse multipolaire en indiquant le sens de l'influx nerveux. Donc là, vous avez une cellule nerveuse formée par, il est multipolaire, donc il est formé par un corps cellulaire, ou bien ce qu'on appelle le péricaryon au corps cellulaire. Il est formé par un seul axone, et il est formé par plusieurs dendrites. C'est bon? Et il se termine par des terminaisons nerveuses. Donc ça, c'est au niveau de la jonction du muscle. Ce neurone-là, il arrive au niveau du muscle. Donc un neurone multipolaire, il est formé par un corps cellulaire au péricaryon, plusieurs dendrites, un seul axone et des terminaisons nerveuses. Et l'influx nerveux, ça circule du corps vers les terminaisons. Ça, c'est le sens de l'influx nerveux. Alors, grand 5, vous avez des petites questions. Voici la description de divers tissus corporels. Quel est le nom du tissu applicable à chacune d'elles? Donc, vous lisez le paragraphe et vous donnez le nom du tissu correspondant. Produit la sueur et la salive. Allez, faites vite. Glande Tissu glandulaire. Glande, Épithélium glandulaire. glande, exocrine. exocrine. Se spécialise dans la sécrétion hormonale. Les glandes endocrines. Glande endocrine. Tissu musculaire non strié, généralement involontaire. Musculus. Musculus. Constitué d'un corps cellulaire de dendrites et d'axones. Tissu nerveux. Voilà, tissu nerveux. Donc, produit la sueur et la salive, glande exocrine. Sécrétion hormonale, glande endocrine. Muscle strié, non strié et généralement involontaire, musculus. Constitué d'un corps cellulaire de dendrites et d'axones, c'est tissu nerveux. Donc, vous avez vu dans le cours, dans la première TD, les techniques histologiques. Donc, citez dans l'ordre les étapes de la technique histologique standard, dans l'ordre. Prélèvement, Prélèvement, coloration, prélèvement, Prélèvement, fixation, déshydratation, inclusion, coloration, déshydratation, inclusion, confection des coupes ou coloration. prélèvement, Fixation, fixation, déshydratation, là, les grandes étapes, on ne va pas voir hydratation, déshydratation. Les Monsieur, grandes étapes. prélèvement, Un prélèvement, deux, Prélèvement, fixation, le rôle de la fixation, c'est quoi? inclusion, Le rôle de la fixation. la la conservation des structures. La conservation des structures et le durcissement des pièces. Donc, par exemple, lorsque vous faites si vous faites une opération, on prélève un petit fragment qu'on va mettre dans le formol dans le but de conserver et de rendre dur. Parce que par la suite, lorsqu'on veut faire une découpe, les structures doivent être dures. Donc, les techniques histologiques, dans l'ordre, vous avez le prélèvement. Deuxième étape, on fait la fixation. Dans quel but? C'est la conservation des structures et le durcissement des pièces. Troisième étape, c'est l'inclusion. La quatrième étape, c'est coupe. Cinquième étape, coloration. Et dernière étape, montage.
Donc, on prélève, on fixe, on fait l'inclusion. Pourquoi on fait l'inclusion? Qu'est-ce que ça veut dire, inclusion? Vous avez vu ça en TD la semaine dernière. Monsieur, vous pouvez répéter la question? C'est quoi l'inclusion? On a dit on prélève, on fixe. Le rôle de la fixation, c'est quoi? La conserve. Infiltrer. La conservation et le durcissement des pièces qu'on a prélevées. Et l'inclusion, c'est quoi l'inclusion? Donc l'inclusion, on va prendre le petit fragment et on va le mettre dans la paraffine, chemin. On a le chemin qui va être fondu et on va placer ce petit fragment dans la paraffine. Pourquoi on le place dans la paraffine? Pour qu'on puisse faire des coupes par la suite. Donc on ne peut pas prendre le petit fragment et faire des coupes. On le prend et on le place à l'intérieur d'un bloc de paraffine. Après, on va prendre ce bloc et on a un appareil qui va permettre de faire des coupes. Donc, on fait l'inclusion dans le but de réaliser les coupes par la suite. C'est bon? Oui. Donc, on prélève, on fixe pour conserver, on place le fragment dans la paraffine dans le but de faire les coupes par la suite. C'est bon? Ensuite, on va colorer parce que chaque structure, elle a besoin d'un colorant spécifique. Et après, on va monter entre lame et lamelle. Donc, les étapes de la technique histologique, on vous dit, c'était dans l'ordre. Si vous citez dans le désordre, c'est 0. Prélèvement, fixation, inclusion, coupe, coloration et montage. L'inclusion, c'est quand on place un fragment dans la paraffine dans le but de faire des coupes par la suite. De bloc. Alors, oui, on obtient des blocs. Alors, légende décorrectement est donné un titre. Donc, il s'agit de quel type de tissu là? Cartilagineux. C'est un tissu conjonctif, c'est le cartilage hyalin. Donc, 1, c'est quoi? Substance fondamentale. La matière, substance fondamentale. Les chondroplastes. Les chondrocytes. 2, c'est chondroplastes, ce sont les cavités. Et 3, ce sont les chondrocytes. Donc, 1, c'est la substance fondamentale. 2, c'est les chondroplastes, ce sont les cavités dans lesquelles se trouvent les chondrocytes. Et 3, ce sont les chondrocytes. C'est la structure d'un cartilage hyalin. Voilà, on vient de terminer. Monsieur, Merci, monsieur.
الحلويات صيدلة قادر تكون